Oui, bien, bonjour à tous. Et je remercie bien sûr Christian Jacquier, votre président, de nous avoir invités, le président du syndicat des moniteurs, Éric Brèche, et moi-même, pour évoquer avec vous un petit peu la filière montagne, c'est-à-dire notre profession, d'une part dans l'espace économique européen et son incidence sur le plan national. Alors, il y a les grandes étapes. Une grande étape qui nous a concerné les deux professions, les moniteurs et les guides, c'est que nous avons obtenu une dérogation à la directive 92/51 qui institue un système général de reconnaissance des formations professionnelles. Et c'est là qu'à partir de cette dérogation très importante, décline justement l'exercice de notre profession. Car la Commission de Bruxelles, en donnant cette dérogation, a reconnu que pour des raisons impérieuses de sécurité, liées à la nature aléatoire du milieu, la Commission européenne accorde à la France, à l'Autriche, à l'Italie puis à l'Allemagne une dérogation visant à imposer une épreuve d'aptitude lorsqu'existent des différences substantielles entre la formation reçue dans l'État membre d'origine et celle dispensée sur le territoire d'accueil. Cette dérogation a pour importance que Bruxelles a reconnu que nos métiers représentaient une certaine dangerosité compte tenu du milieu dans lequel on exerce notre profession, notre activité, et ce, au profit des usagers. À partir de ça, eh bien, concernant les moniteurs de ski, les guides ont eu un autre cheminement, et je laisserai Christian l'évoquer, mais concernant les moniteurs, eh bien, les organisations professionnelles, à partir de 2000, puisque la dérogation a été signée en 2000, et leur autorité de tutelle ont aménagé en conséquence leur dispositif réglementaire de formation en incluant dans nos formations initiales 2 éléments sécuritaires exigés à tous les moniteurs en formation, l'Eurotest et l'Eurosécurité. Un bref petit historique sur l'évolution de nos... Voilà, sur notre évolution, sachant qu'après ces accords que nous avons eus entre les professionnels, à partir de 2000, c'est Michel Barnier, qui, à cette époque, commissaire européen, qui entendait tirer parti des travaux de concertation déjà engagés pour faire aboutir un projet de carte professionnelle européen. Et c'est à son initiative, en 2010, que les représentations nationales de professionnels de l'enseignement du ski sont réunies sous l'égide de la CE pour mettre en place un cadre réglementaire destiné à faciliter la libre circulation de ces professionnels. De là, après des travaux, et vous voyez bien, qui ont commencé en 2000 et qui viennent de trouver leur solution et l'aboutissement par le cadre d'un règlement délégué de la Commission établissant une épreuve commune de formation pour les moniteurs de ski conformément à l'article 49 ter de la directive et du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2015 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Ce règlement délégué, qu'on appelait acte délégué, qui est devenu règlement délégué, a vu le jour cette année au mois de juin, et ce règlement s'impose à tous, c'est-à-dire que l'épreuve commune de formation, qui s'appelle maintenant le Common Training Test, sera constituée d'une épreuve technique et d'une épreuve de sécurité, disponible dans tous les États membres participants et réservée aux titulaires de la plus haute qualification dans leur pays d'origine. La réussite de cette épreuve dans un État membre autorisera le titulaire d'une qualification professionnelle donnée à exercer la profession dans tout État membre d'accueil, concerné dans les mêmes conditions que les titulaires d'une qualification professionnelle acquise dans cet État membre. Donc ce règlement s'impose à tous. Ça, c'est sur le plan européen. Et tout à l'heure, Christian, les guides, à partir de là, sont allés vers les épreuves communes de formation au travers d'un règlement délégué, mais vous avez votre voix et je te la laisserai la commenter. En revenant sur le plan national, dans le cadre du Code du sport,
eh bien, ces principes retenus par l'Europe au titre du milieu spécifique ont été inscrits dans un article du Code du sport qui traite particulièrement justement l'exercice des professions s'exerçant dans un milieu spécifique, dont les guides et les moniteurs de ski. Alors sur le plan national, nos deux métiers sont organisés, dépendent eh bien, d'un grand texte qui est le Conseil supérieur des sports de montagne. Et ce Conseil supérieur des sports de montagne, qui a été créé en 1983, est présidé par le ministre, a un secrétariat permanent et une commission de la formation et de l'emploi. C'est ce qui est très important pour nous deux, c'est qu'au travers de cette commission de la formation et de l'emploi, eh bien, siègent nos sections permanentes, c'est-à-dire la section permanente du ski alpin, section permanente de l'alpinisme, section permanente du ski de fond, et a été inscrit un peu plus tard le pôle national au métier de la montagne. Un autre point clé qui a aussi son importance, c'est le décret 2010-1409 du 12 novembre 2010. Ce décret eh bien, fixe la spécificité de la filière montagne qui désormais est prise en compte d'une façon formelle dans le cadre de ce décret relatif au diplôme d'État des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne. Ces diplômes d'État, il y a le diplôme d'État de moniteur national de ski alpin, diplôme d'État de moniteur de ski alpin spécialisé en entraînement, le diplôme d'État de moniteur de ski national de ski de fond, le diplôme d'État moniteur national de ski nordique de fond spécialisé en entraînement, le diplôme d'État d'alpinisme guide de haute montagne et le diplôme d'État d'alpinisme accompagnateur en moyenne montagne. Ce qu'il y a, c'est qu'à partir de cette date, eh bien, la filière montagne est bien identifiée dans sa spécificité et vous constatez que nous avons quitté, surtout les moniteurs, puisque la famille des brevets d'État d'éducateurs sportifs. Depuis ce décret, les nouveaux moniteurs sont moniteurs diplômés d'État, mais on a quitté les brevets d'État d'éducateurs sportifs, ce qui fait que notre filière est hermétique. Il n'y a pas de transversalité avec les autres diplômes, et s'il y a des petits éléments convergents, c'est à l'intérieur de la filière montagne. Donc ça aussi, c'est un décret qui a toute son importance dans le cadre de positionner nos professions et surtout la spécificité, la particularité de l'encadrement des métiers de la montagne. Alors pour conclure, et ça nous place aujourd'hui à la sonnerie. Ben j'ai fini, tu vois. Je sais qu'il y avait des mauvaises langues qui disaient que j'arrivais pas à finir. Pour conclure, et ça nous ramène aujourd'hui peut-être à nos inquiétudes ou nos souhaits communs avec le syndicat des guides et des moniteurs, comme cela a été présenté, il est impératif pour nous, et je crois pour nous deux professions, que l'architecture actuelle de la filière montagne soit maintenue, voire renforcée, que le Conseil supérieur des sports de montagne soit pérennisé dans son fonctionnement actuel avec ses sections permanentes, que les formations et évaluations des professionnels continuent d'être assurées par l'École nationale des sports de montagne et que nos diplômes, les diplômes des professionnels, soient toujours délivrés par l'État. Je pense que j'ai respecté le délai. Je vous laisse après poser des questions si vous le souhaitez. Mais je vous remercie de votre attention. On va faire toutes les interventions et puis on voit après pour les questions. Éric Brèche, je vais vous laisser en même temps vous présenter, faire l'intervention. Pas de diaporama à passer. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Non, pas de diaporama. Je crois que je vais conforter un peu les propos de Roger. Et merci au syndicat des guides et à Christian de cette invitation. Je crois que les Assises de la montagne prend tout son sens à ce jour. Alors moi, tout jeune président, ça fait 18 mois que j'ai pris la suite. Il est vrai que cette architecture, elle a tout son sens. Et on le voit au quotidien de ce qu'elle permet d'appréhender au niveau de la montagne et ce qu'elle a en droit d'attendre de la montagne, c'est-à-dire des gens formés, des femmes et des hommes formés et qui sont là pour assumer une partie de ce que nous, on souhaite en tout cas, c'est qu'en fin de compte, le client puisse passer un bon séjour en toute sécurité, en toute convivialité et dans les meilleurs aspects possibles.
C'est vrai que je suis étonnamment... j'ai été agréablement surpris de voir à quel point cette organisation, je sais si je le savais un peu avant, mais encore plus quand on est président, à quel point on peut répondre au terrain. Et je crois que cette architecture, il faut vraiment la consolider parce qu'elle répond à ça. Et en plus, d'un point de vue à l'étranger, on est vraiment reconnu comme la meilleure organisation dans le monde. Il faut assez le dire ouvertement. Je crois qu'on a une qualité de formation initiale qui est vraiment importante. Avec ce souci de toujours se moderniser. Mais en même temps, il faut faire attention à ce qu'il y a toujours un petit peu des personnes qui aimeraient, j'allais dire, déréglementer les choses ou penser qu'avec une nouvelle méthode, ça sera meilleur. Sur le terrain, moi, je peux vous dire que les 400-450 moniteurs qui sortent de l'ENSA, ils ont un boulot. Nous, on a des valeurs éducatives. On est là pour essayer de transmettre. On est là pour essayer de capitaliser sur les jeunes. J'ai mis en place l'ESF Academy qui est là pour avoir de la formation continue parce que je pense que la formation, elle n'est pas temporaire, elle est permanente. Un jour à 18 ans, un jour on a 20 ans, 30 ans, un jour on a 50 ans. Et je crois qu'on doit toujours avoir ce souci que de nourrir justement les jeunes de qu'est-ce qu'est la montagne. Et cette spécificité, je pense que les montagnards savent exactement faire les choses et je pense que la co-construction entre tous les acteurs permet d'avoir ce niveau d'excellence que la France est reconnue, en tout cas d'un point de vue international. On l'a vu effectivement ces 19 années auxquelles tout le travail a été fait par mon prédécesseur, par Gilles Chabert, avec Roger. On a terminé cette année et maintenant il faut absolument que franco-français, on arrive à bien l'inscrire dans le code du sport et qu'en fin de compte, ça puisse être un tremplin pour l'avenir. Mon propos, il est associé, je pense, avec cette belle cordée montagnarde, je crois qu'il est important de le dire, que tous les maillons soient bien forts. Je remercie beaucoup les parlementaires de montagne parce qu'eux, ils sont sur le terrain, ils le voient aussi. On l'a vu encore dernièrement, et je pense que Xavier l'a dit tout à l'heure concernant les amendements pour les occasionnels, qui sont énormément importants pour assumer ces pics d'activité et pouvoir faire face justement à ces économies de montagne. Moi, je m'inscris beaucoup pour le territoire, au profit du territoire. Je crois que ça, c'est des choses qui sont des enjeux de demain. La spécificité de la montagne en fait partie. Je travaille beaucoup pour la régionalisation, pour que tous les présidents de région, justement, puissent essayer d'avoir un monsieur montagne dans chaque région, parce que la montagne, elle doit être reconnue, et que tous ensemble, et toutes les zones de montagne en France, puissent après derrière être, justement, porter cette voix au niveau de Paris, qui de temps en temps, c'est vrai, je ne savais pas ce que c'était hors sol, mais je l'ai découvert, je peux vous le dire. Xavier était avec moi d'ailleurs, et c'est assez frappant. Donc du coup, heureusement qu'il y a des gens qui sont bien sensés, qui sont bien les pieds par terre pour justement appréhender ces enjeux. On ne triche pas avec la montagne, j'imagine avec la mer pareil. Donc à nous aussi de bien porter ça collégialement, et je pense que tout ce qui a été dit par Roger et toute cette architecture-là, il faut non seulement la consolider, la renforcer, mais donner la valeur de ce que, j'allais dire, les pratiquants sont en droit d'attendre de nous-mêmes. Voilà. Super, merci. En plus, dans le temps imparti, on va continuer avec le ski. Je te propose, Christian, d'intervenir après. On continue avec le ski, avec la Fédération française de ski. Michel Lyon. Top, hein? Ah ouais, joli, hein? Bonjour à tous, pour ceux que je n'ai pas vus. Merci Christian pour l'invitation, c'est une première pour nous, donc merci de nous avoir invités aussi à ces assises. C'est toujours intéressant en tant qu'acteur de voir un peu ce qui se passe et puis contribuer bien sûr. Ce matin, l'un des intervenants a parlé, je ne sais pas si c'était le monsieur Suisse, là, secrétaire général de Suisse, tout à fait, Pierre Maté, qui a dit à un moment donné c'est toujours mieux de chasser en meute. Alors nous, on va zéro chasser, par contre, on va rester très groupés sur le sujet. Et donc du coup, bien évidemment, la Fédération française de ski s'associe mais alors totalement à ce que Roger a présenté, en tout cas la dernière slide qui a été présentée sur l'ensemble de ce qu'on défend, ce qu'on veut maintenir. Ça marche bien, ça fonctionne bien. Bien évidemment, que ce soit les guides, les moniteurs, la Fédération, c'est pas nouveau, on est solidaire et toujours solidaire, donc logiquement on défend les mêmes causes, mais c'est maintenant bien exprimé et il faut qu'on reste groupé sur ce schéma-là. La fédération, avec son expertise, à certains moments,
dans les formations, avec éventuellement ces réseaux des fois politiques. La fédération a la délégation ministérielle par rapport au ski, donc il y a quand même des impacts assez importants par ses champions, par l'image qu'elle peut transmettre avec ses champions, avec ces grands événements qui sont organisés chaque année sur le territoire. Effectivement, peut permettre pas de modifier des décrets, mais peut par contre accompagner sereinement des décisions, l'image qu'on doit montrer de la montagne, solidaire, unie. Et donc du coup, par rapport à ça, bien évidemment, on s'inscrit, et je m'inscris, dans la défense de ce qui est maintenant bien en place et qu'on ne souhaite pas voir bouger. Voilà, merci à tous. Je suis à l'heure, hein. Il m'a surpris, regardez, il m'a surpris parce que je prends la il a suite. été hyper rapide. Donc Christian, on sait qu'il va manger les minutes qui viennent d'être de rab. Je vais être un petit peu répétitif, mais voilà. Je crois qu'on a le même attachement, effectivement, à cette filière montagne. Je pense que c'est notre bien commun. On y attache une très grande importance. On attache aussi une très grande importance au fait qu'on soit unis sur cette question qu'on partage. C'est que cette filière montagne et l'environnement spécifique, c'est quand même quelque chose qui donne corps à ce dont on est très fiers. C'est notre diplôme d'État et la formation d'excellence qu'on reçoit à l'ENSA, à l'NSM. Donc on est très attachés tous à ça. Et c'est ça qui nous donne des prérogatives solides et qui nous permettent de travailler. Donc on est très satisfait de la filière telle qu'elle est aujourd'hui. On est content de travailler tous ensemble et de faire bloc au niveau du groupe Montagne. Après, ce que je tiens à dire aussi, puisque je viens du congrès mondial des guides, et j'ai pu constater l'image que la formation française, à travers l'ENSA, a dans le monde. C'est pas anodin de voir qu'aujourd'hui, qu'une des formations les plus exigeantes au monde pour les guides, c'est aux États-Unis, et que les guides américains ont décidé aujourd'hui de faire leur recyclage à l'ENSA, par l'ENSA. Et ils considèrent que c'est la meilleure formation qui existe aujourd'hui. Donc c'est quand même une forme de reconnaissance évidente. À partir de là, comme disait Roger, il faut qu'on reste vigilant. Il y a quand même un décret très important sur le Conseil supérieur des sports de montagne, qui arrive à échéance l'année prochaine. Donc je pense qu'il va être très important que ce décret soit renouvelé et qu'on profite du renouvellement de ce décret pour renforcer cette filière. Il y a des éléments nouveaux, il y a des choses à améliorer. Il y a l'acte délégué des moniteurs qui, je pense, doit être retranscrit dans le code du sport. Enfin, donc il y a du travail à faire. Donc il faut qu'on avance. Et je pense que ça nous rassure d'avoir nos parlementaires de montagne aujourd'hui avec nous, des deux Savoies, et qui vont nous aider, je pense, par rapport à ces échéances. Donc voilà, on est dans ce combat. Je ne veux pas être plus long, je pense que le message est assez clair. C'est bien, super. Alors on va enchaîner avec l'École nationale, le SNMSU. Merci. Pas l'ENSA, mais... École nationale des sports de montagne. L'ENSEM. Et il y a deux NSEM, Voilà, avec deux entités, qui est l'École nationale de ski et d'alpinisme, et puis le Centre national de ski nordique et de moyenne montagne après Manon. Merci de le rappeler, on s'y perd des fois avec tous ces acronymes. Parce que parfois c'est un petit peu, peu compliqué derrière tous ces termes. Je ne suis que guide. Alors, Bonjour à tous, pour ceux que je n'ai pas salués encore. J'ai un tout petit peu l'impression d'être au sein du conseil d'administration de l'École nationale des sports de montagne. J'espère qu'il y a plus de femmes. C'est un conseil d'administration qui est très soudé, avec énormément de représentants ici, hein, Nicolas, et c'est ce type de discours qu'on entend au sein de cette instance de pilotage de l'établissement. Préserver la spécificité et renforcer l'architecture de la filière montagne, je pense qu'on est tous acquis derrière cette cause. Je voudrais peut-être dire deux, trois choses sur le mot spécifique. C'est un mot qu'on emploie assez souvent, on parle d'environnement spécifique. Pour moi, l'environnement spécifique de la montagne, c'est vraiment un environnement qui est très, très
spécifique et à double titre. Premier titre, c'est que comme tous les environnements spécifiques que sont la mer, les terrains spéléologiques en sous-sol, les problématiques qu'on peut rencontrer dans l'air, etc. Bon, c'est un environnement qui a ses propres logiques au niveau aléa, au niveau gestion, obligation de gestion de la sécurité, si on veut fonctionner dedans en toute sécurité. Et puis, il y a une deuxième spécificité qu'on retrouve beaucoup moins dans ces autres environnements que sont l'air, la mer, etc. C'est cette grande cohésion, d'ailleurs on le voit là maintenant, de l'environnement à la fois culturel, territorial, parce qu'on voit bien quand même où sont les montagnes. Culturellement, il y a vraiment une culture de montagne avec des tas de spécificités, des tas de jeux, des tas de concurrences entre les vallées, mais il y a quand même vraiment un fondement derrière. Et il y a une vraie cohésion et une vraie logique aussi sociale et économique. Et tout ça, c'est quand même une double spécificité qui doit, à mon avis, être vraiment bien repérée, bien entendu, par nos élus au niveau national, qui me semble très forte à devoir être préservée. Alors, derrière cette question d'environnement spécifique, comme je l'ai dit, il y a des aléas, il y a une difficulté. Le ministère des Sports a pour responsabilité de définir quelles doivent être la formation et le niveau de compétence des professionnels qui sont chargés d'encadrer des usagers, des touristes, des personnes qui veulent découvrir, des jeunes qui veulent découvrir cet environnement-là. Et la ligne conductrice du diplôme et de la filière dont on a parlé, c'est vraiment la logique de sécurité. Et ça tient cette filière, ça la tient très fortement. Ça tient beaucoup moins d'autres filières, comme a dit Roger. Il y a vraiment une approche différente avec toutes les autres disciplines sportives. Là, nous, on tient quelque chose qui est très important, qui est très sensible dans la société actuelle. C'est qu'on ne doit pas mettre les personnes en danger. Les personnes qui sont encadrées ne doivent pas être en danger. Et pour ça, on a une structure réglementaire qui est très forte. Roger l'a reprécisé, qui est très claire. Il y a un décret montagne qui précise et qui est vraiment qui a comme fil conducteur cette question de sécurité et qui se décline après avec des tas d'arrêtés, de dispositions qui concernent chacune des disciplines. Mais les disciplines montagne sont régies par un seul et même décret. Ça, c'est quand même quelque chose qui est important. Et on a l'impression aussi, quand on dit décret, régie, etc., que ça reste, que c'est intangible, que c'est vraiment pas le cas. Je peux vous assurer, je peux vous garantir que régulièrement le ministère des Sports est interpellé par la filière, par les représentants des organisations professionnelles, c'est-à-dire par vous, les guides, par les skieurs, par les personnes qui font du vol libre, pour améliorer, pour affiner encore plus ce dispositif réglementaire de façon à ce qu'il soit le plus près possible de la réalité. Parce que ça, c'est aussi une autre dimension qui me paraît vraiment très importante. On l'a dit à plusieurs reprises, mais une de nos caractéristiques, au sens large, c'est qu'on n'est pas du tout hors sol. Et moi, j'aurais tendance à dire qu'on est un peu tous collectivement là à portée de claque. Ici, il se passe quelque chose, on est soudés, on est là et on essaye d'assumer du mieux possible les situations. Et parfois, les claques sont vraiment difficiles à prendre. La spécificité également de cette réglementation, comme je l'ai dit, elle était évolutive, elle bouge pas de façon aléatoire, elle bouge parce qu'il faut les faire bouger pour les faire coller aux pratiques, mais aussi elle bouge pas en venant de Paris et puis ça descend sur le terrain. Donc c'est vraiment une discussion qui se passe à tous les étages et une des traductions de ces échanges sont ces fameuses sections permanentes où là on est entre personnes responsables autour de la table pour faire évoluer les choses. Et dernière petite chose, parce que je vois que je suis déjà trop long, le dernier dispositif, le dernier maillon, et qui en fait une grande spécificité, c'est effectivement l'école nationale. On est le seul pays au monde qui a décidé d'avoir une école nationale pour gérer toutes ces questions-là. Et ça, c'est quand même, c'est fort, c'est bien. On
repéré, on vient nous interroger. Nous allons aussi essayer de porter la bonne parole un peu partout. Ça, c'est le premier avantage, c'est un vrai repère. C'est un endroit où on peut faire de la qualité. C'est un endroit où on peut accueillir aussi, cher président, du haut niveau. Ça, c'est quelque chose qui est important aussi parce que ça nourrit également la formation. Et puis, c'est aussi un endroit où on peut avoir une équipe de professeurs solides, c'est-à-dire qui ont le temps, qui ont la possibilité, qui ont l'expertise pour pouvoir travailler et puis toujours s'améliorer. Voilà les quelques messages que je voulais faire passer. Je vous remercie. Et ben donc, on va finir avec les deux élus. Qui c'est qui s'y colle? Vincent Rolland? C'est parti, c'est vous, hein, je me trompe pas, hein. C'est marqué comme ça, je me dis que ça doit être bon. J'espère. Ouais, on est facile. Non, il n'y en a pas d'autres. Lui, Xavier Roseren, j'ai repéré, il est là depuis, ça fait 3 jours qu'il est là, il est à la buvette le soir jusqu'à pas d'heure. Ah. Alors on peut être confondu parce que nous avons la même coupe de cheveux, mais ce qui serait top, si vous avez votre coupe de cheveux plus la moustache que j'ai, je pense qu'on arrive à un truc. Voir la barbe, hein. Non, allez, on va s'arrêter là. Bon, on a beaucoup parlé de montagne et surtout de sa particularité. Mais qui aujourd'hui pourrait contester cette particularité? Puisque je rappellerai simplement que la montagne a une loi qui lui a été consacrée, qui date de 1985, laquelle loi a été retoilettée, remise à jour. Il y aura bientôt 3 ans à la fin de ce mois de décembre. Et d'ailleurs, je conclurai par cet aspect-là. Et donc, la montagne, ce sont des activités, des sports, des loisirs qui méritent eux aussi un encadrement tout à fait particulier et tout à fait spécifique. D'autres intervenants l'ont dit, bien mieux que moi, bien mieux que je ne pourrais le dire d'ailleurs. Il y a eu des combats qui remontent à plusieurs décennies pour faire entendre, pour faire comprendre que l'on ne pouvait pas évoluer dans ce milieu particulier sans avoir un certain niveau de certains diplômes d'encadrement. Donc c'est le cas pour les guides, c'est le cas pour les moniteurs de ski, bien évidemment, ou encore les accompagnateurs en moyenne montagne. Et il y a 2 aspects majeurs. Le premier, c'est la sécurité, et le deuxième, c'est une filière économique extrêmement dynamique. Pour arriver à ce haut niveau de sécurité, c'est d'abord la formation. On a parlé de l'ENSA, de l'ENSM, que j'ai eu l'honneur et le privilège de présider avec Bruno Béthune comme directeur et que je salue ici dans la salle. C'est une école, sans être grandiloquent, qui nous est, je crois, enviée dans le monde entier. Tout à l'heure, Christian, tu le disais, des Américains songent à venir ici à l'ENSA de Chamonix pour des formations. L'ENSA est régulièrement consultée dans d'autres pays pour mettre en place également des formations. Et moi, je serai, comme sans doute Xavier, mais il le dira tout à l'heure, extrêmement vigilant à ce que l'on ne casse pas cet outil. Dieu sait que notre pays, que l'on aime, doit s'adapter aux évolutions de la société, mais très clairement, ne touchons pas ce qui marche bien aujourd'hui. Et je crois que l'ENSA en a fait la démonstration, ou l'ENSM maintenant, pardon, à bien des égards. Après, il faut être identifié dans un ministère. Et très clairement, ces diplômes d'État aujourd'hui doivent être identifiés dans un ministère, celui des sports, et ne pas être dilués dans quelque chose où nos activités n'auraient peut-être plus qu'un strapontin. Je crois que notre particularité,
les enjeux qui sont derrière l'économie de la montagne et de la sécurité méritent bien plus que cela. Et évidemment, il faudra être vigilant à ce que le Conseil supérieur des métiers de la montagne soit maintenu dans toute son intégralité. Et puis, quand on a une activité, des diplômés, il faut être vigilant, attentif à ce que celles qui exercent ou ceux qui exercent ces métiers soient dûment diplômés et qu'il n'ait pas, et c'était l'objet de la carte européenne, que l'on appelle, je ne sais plus comment maintenant, en patois. Tout à l'heure, Roger, tu nous as donné la nouvelle dénomination, en tout cas pour l'épreuve commune, qu'il n'y ait pas de tricheurs. Et pour que l'on puisse vérifier cela, il faut avoir des moyens. Et nous avons aussi plaidé pour que le pôle montagne à Grenoble soit en capacité, soit en mesure d'effectuer les contrôles en bonne et due forme pour s'assurer que le système marche parfaitement. Et enfin, j'en conclurai par là, avant peut-être que la sonnerie ne retentisse, qui est toujours un stress. Ça, c'est comme quand on prend la parole à l'Assemblée nationale. Xavier, on a 2 minutes. Au bout de 2 minutes, paf, on nous coupe le sifflet. Là, il y a un peu plus de tolérance. Il se trouve que depuis quelques jours, quelques semaines, je suis co-rapporteur de la mission d'évaluation de la loi montagne, dont je vous parlais tout à l'heure. Il va de soi qu'avec mes autres collègues co-rapporteurs, Frédéric Lardet, Marie-Noëlle Battistel et Jean-Bernard Sampastus, nous serons extrêmement vigilants sur ces aspects-là, voilà, pour pas que nos métiers, que notre économie soient déséquilibrés par des réformes qui n'ont peut-être pas tout à fait lieu d'être. Voilà, mesdames et messieurs, cher président, Christian, te remercie encore une fois de cette invitation. Je crois qu'on pourrait parler de la montagne et des femmes et des hommes qui la font pendant des heures et des heures, car ici est notre passion. Donc Xavier Roseraine, député de Haute-Savoie, vous avez 5 minutes, ce qui nous permettra d'échanger 10 minutes avec la salle aussi, comme ça sera pas mal. Mais je vous propose de mettre dans le format Assemblée nationale, donc 2 minutes. Surtout que, la facilité avec Vincent Rolland, c'est ce que je disais tout à l'heure en propos introductif, c'est que vous avez l'ensemble des élus de la montagne qui sont souvent alignés. Ils sont alignés sur une même corde. Et donc, en fait, il n'y a pas grand-chose à redire sur tout ce qui a été dit. On a une loi montagne de l'ancien gouvernement, l'acte 2 de la loi montagne. On aurait aimé qu'elle aille un peu plus loin, mais le dernier gouvernement voulait la terminer avant d'arrêter. Et effectivement, cette mission en cours d'évaluation, elle paraît très importante parce que quand vous avez une loi qui est votée, derrière, il y a des décrets qui sont longs à venir, etc. Et c'est bien le rôle de l'Assemblée nationale et des parlementaires de rappeler au gouvernement qu'il faut qu'ils sortent les décrets. 2 mots. D'abord un mot, effectivement, même si on a une filière qui fonctionne bien, on a connu, et vous avez connu cet été, quelques difficultés avec les procédures de libre prestation de services et du libre établissement. Effectivement, on a observé des difficultés à la délivrance des cartes professionnelles européennes qui permettent à nos guides et moniteurs d'exercer dans les pays européens. Le syndicat nous a alertés et nous avons agi au niveau du ministère, mais effectivement, ça a été une difficulté et ça permet une distorsion de concurrence parce qu'on avait des guides qui n'avaient pas le bon document pour aller exercer sur les autres pays européens. Et il ne faut pas qu'un dysfonctionnement de notre filière pénalise du coup une profession. Donc on a alerté, on a réagi et il faut vraiment rester attentif sur ce sujet-là. Je reviendrai sur 2 points qui me semblent les plus importants parce que tout a été dit. Le premier, c'est maintien de la filière, très très important à Grenoble, avec des gens qui sont proches de chez nous. Le rattachement de la filière, aujourd'hui, le ministère des Sports, ça nous va très bien, parce que c'est à taille humaine, et c'est sûr qu'être dilué dans l'éducation nationale, le gros mastodon, ça nous va moins bien. Mais le plus important par rapport au ministère, c'est simplement que cette filière, elle existe, et qu'elle soit vraiment proche.
moi, je connais bien, sur ma circonscription, il y a Chamonix, avec le NMSM et avec l'ENSA, on voit le travail remarquable qui est produit en termes de formation des professionnels, et c'est vraiment une formation d'excellence. Le deuxième point, encore plus attentif, parce que là on a quelques mois, c'est le Conseil supérieur des sports de montagne. On avait un décret le 5 juin 2005 qui renouvelait pendant 5 ans. Ça veut dire qu'en juin 2020, aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc il faut vraiment, vraiment que tous les acteurs de la montagne se mobilisent, et je m'arrêterai là-dessus, pour qu'on puisse continuer à faire vivre ce Conseil supérieur des sports de montagne qui a une utilité chez nous très importante. Je ne voudrais pas en dire plus, mais voilà, on peut ouvrir les questions, et j'espère que c'était 2 minutes. Oh ouais, on doit être à peu près là-dessus. Ça risque de sonner dans mon dos, mais ça n'empêche pas d'ouvrir les questions, effectivement, s'il y en a. Et je vous laisse vous présenter à chaque fois. Oui, bonjour, lieutenant-colonel Stéphane Bozon, je commande le PGHM de Chamonix. Donc vous défendez évidemment la filière montagne à travers ces diplômes, qu'ils soient des diplômes de moniteur de ski, diplômes de guide de haute montagne, justement pour garantir la sécurité des usagers qui viennent contre rémunération, puisque c'est bien ça qu'il s'agit lorsque nous avons des moniteurs de ski, des guides. Donc on défend une filière au titre de la sécurité. Vous la défendez au plan national, vous les élus. Ne craignez-vous pas, au-delà de l'Union européenne, de pays tiers, je vais prendre des pays de l'Est, de l'Ukraine, des pays comme la Russie, qui n'ont pas forcément des diplômes de guide et qui viennent ici casser cette dynamique, qui viennent avec des faux guides que l'on chasse. Je ne vais pas venir sur notre travail quotidien toutes les saisons sur le Mont Blanc ou sur le Massif. Est-ce que vous ne craignez pas qu'un jour, l'Europe, des directives européennes viennent tirer vers le bas cette exigence de sécurité, cette exigence de diplôme, et puis finalement pour niveler par le bas, parce que des pays n'ont pas de diplôme, et il faudrait s'aligner toujours en tirant vers le bas. C'est un peu nos craintes. On voit déferler quand même des pays avec des gens qui n'ont pas de diplôme, donc avoir des reconnaissances, que ce soit pour le moniteur de ski ou pour le guide, c'est bien, pour les pays de l'Union européenne, mais quid des autres pays qui viennent et qui déferlent ici? Je crois que je laisse un petit blanc. Oui. Oui, je crois que la question que tu poses, elle est très pertinente. Je parle des moniteurs et guides, je crois qu'on est à peu près, hormis que vous passez par les références UGM et nous l'acte délégué, mais c'est la même chose. Alors, il y a 2 choses dans la réglementation. C'est que pour un Européen, on n'est pas rentré dans une logique d'équivalence de diplôme pour le ressortissant européen. Simplement, il peut avoir une autorisation d'exercer, je parle là du ski, peut-être que d'autorisation d'exercer sur le territoire, la communauté européenne, s'il en est ressortissant, s'il est titulaire chez lui d'un diplôme de la plus haute qualification, qui est donc fixé maintenant dans l'acte délégué, ils sont listés, le plus haut diplôme français, autrichien, italien, slovène, enfin tout ce que vous avez. Et en plus de ça c'est pour l'Europe, une fois que cette personne a ce diplôme, si dans sa formation initiale, il n'y a pas intégré les 2 épreuves communes de formation que l'on a citées, eh bien, ce diplôme est le prérequis. Ça veut dire qu'il peut prétendre à s'inscrire et de passer ces 2 épreuves communes de formation pour libre circuler, alors que chez lui, il peut être autorisé à exercer chez lui. Mais s'il veut aller chez nous, il faut passer ces 2 choses. C'est une autorisation d'exercer. Pour les pays hors communauté européenne, dont tu parles, on est à ce moment-là dans la logique de ce qu'on appelle l'équivalence de diplôme, et à ce moment-là, étudier tout le diplôme à la personne et lui renforcer ses manques par des compléments de formation, et bien sûr, nous concernant, y compris la CTT et autres. Alors, maintenant, c'est le contrôle, parce que les Russes qui viennent, nous, on a aussi les étrangers aussi qui viennent, s'ils ne se soumettent pas, et le Code du sport le précise aussi, que nul ne peut, s'il est titulaire des diplômes requis, bien là, je crois qu'on peut le dire, on souffre aussi, bon, toi tu le fais parce que tu l'as dit, mais concernant la profession de moniteur, et je crois que de guide aussi, on a de belles lois, les choses sont bien réglées,
mais il y a peu de monde pour faire exiger et vérifier que les textes s'appliquent, et il n'y a pas de contrôle. Donc on doit aussi, vis-à-vis des élus, eh bien d'inciter à ce qu'on ait un peu plus de contrôle. Et là, je peux vous dire que dans nos pays voisins, là je parle du ski parce que je connais un peu, mais enfin autre chose, si vous allez en Autriche et que pendant 3 jours on vous voit, il y a quelqu'un qui vient vous demander « Qu'est-ce que tu fais là ?» Nous, là-dessus, je crois qu'on a quand même du travail à faire parce que nos membres, nos moniteurs, voire nos guides, on est soumis à des exigences de formation, des régimes déclaratifs. Je passerai aussi, mais il ne faut pas y passer sur les déclarations et payer les impôts locaux, tout ce qu'il faut, toutes les taxes qui nous incombent. Et là, eh bien, je peux vous dire qu'il y a un grand laxisme là-dessus et il y a un gros effort à faire. Merci. Moi, je dirais en complément des propos de Roger, et je renvoie à mon introduction de tout à l'heure, c'est les moyens humains qu'on donne à l'administration pour aller effectuer des contrôles, parce que la victoire, je pense qu'on peut parler de victoire, parce que ça a tellement duré longtemps qu'il faut en tout cas la savourer comme telle, que l'on a obtenu auprès de la Commission européenne, avec l'aide des syndicats professionnels et de Michel Barnier, pour que les choses soient très clarifiées sur ces domaines et ces activités spécifiques. Il faut pouvoir le vérifier. On a élevé d'une certaine manière le niveau d'exigence, on l'a d'une certaine manière aussi harmonisé à l'échelle européenne. Le rôle de l'Europe ou de notre État, c'est aussi de nous protéger, alors pas de se fermer, mais de nous protéger. Et sans un pôle administratif, et notamment le pôle montagne que je citais tout à l'heure à Grenoble, suffisamment doté, malheureusement, les directions jeunesse et sport ont progressivement, au niveau départemental et régional, été atrophiées, pour être correct. Elles ont été atrophiées. Et se pose derrière la question, effectivement, des contrôles de ces ressortissants de pays étrangers qui parfois ont eu une formation un petit peu exotique et qu'il faut pouvoir, en bonne et due forme, contrôler. Donc c'est, à ce stade, je pense, plus une question de moyens humains que de textes réglementaires ou législatifs. Ok, une intervention. Alors oui, juste une remarque complémentaire, c'est que y a quand même un arsenal. Le contrôle, c'est une chose, et après il y a des questions de priorité opérationnelle. Hein. Mais une fois que le contrôle est réalisé et si jamais il est positif, il faut caractériser l'infraction, ce qui est quand même pas simple. Parce que les gens sont briefés. Enfin, c'est loin d'être gagné. Hein. Quand on a mis la main sur le guide marron, il n'y a que les gens qui sont autour qui savent, ou sur le moniteur, il n'y a que les gens qui sont autour qui peuvent savoir qu'il est marron ou lui. Mais quand il faut le prouver au parquet, dans la procédure, c'est beaucoup moins simple. Et je passe sur les cas de montage financier avec des structures internationales, des trucs de droit, enfin je ne vais pas citer de pays, mais étrangers. Bientôt plus européen et voilà. Donc voilà, simplement pour dire que le contrôle ne fait pas tout et qu'une fois que le contrôle est fait, il reste encore pas mal de chemin avant qu'il y ait une sanction dissuasive. Et je rajouterais tout simplement, j'ai fait un contrôle cet été avec des preuves matérielles de rémunération, mais en amont du contrat formalisé entre des pseudo-clients qui se disent amis lors des contrôles, bien évidemment, et puis avec le pseudo-professionnel qui est un marron, vous avez toute une stratégie d'évitement des contrôles en France qui vous indique vous vous présentez comme amis, vous avez même des points de regroupement, vous avez des comportements qui sont à adopter dans le refuge pour pas trop se faire voir. Il y a toute une stratégie d'évitement. Et c'est vrai que ce que vous disiez, les moyens de jeunesse et sport qui souvent nous épaulent sur ces contrôles, on a du mal ou nous épaulons, oui, ça dépend sur quel angle on le prend. Voilà, c'est
c'est difficile à maintenir la pression et avoir des contrôles autant qu'on en souhaiterait pour obtenir les résultats que vous souhaitez et pour défendre cette profession. Et pour ajouter un petit mot, je vais parler pour mes collègues de la Savoie. Donc, sur la Savoie, avec les CRS, donc la police nationale, la gendarmerie, on assiste les services de DTCS qui font énormément de contrôles, donc je tiens à le préciser. Alors, je n'ai pas osé intervenir parce que tu as vu, ils sont en force. Non, mais c'est bien, mais ça montre bien. Mes colonels, et puis hier, on était à la Sainte-Geneviève, à Servoz, avec le commandant Shelby, et c'est des sujets qu'on a abordés sur d'autres sujets que la montagne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nos forces de gendarmerie ou de police ont souvent après des procédures qui sont tellement lourdes qu'on est en train de favoriser la personne qui fait la fraude. Donc le message est vraiment bien passé parce que vous l'avez fait à plusieurs voix. Et moi, je crois vraiment que les parlementaires doivent s'emparer de ce sujet-là très précis, mais au-delà, qu'on puisse aujourd'hui favoriser nos gendarmes et nos policiers pour que quand il y a une sanction, elle ait vraiment lieu et qu'elle ne se perde pas dans des procédures qui sont vraiment compliquées. Ça sera la dernière intervention. Donc Cyril Altonin, du syndicat national des accompagnateurs en montagne. Je remercie d'ailleurs le président Jacquier de nous avoir invités. Donc on fait partie aussi de cette filière montagne. Donc les accompagnateurs sont bien présents justement dans beaucoup de bureaux des guides. On fait partie aussi disons, au niveau de l'ENSM. Je voulais interroger justement les députés présents, justement sur le devenir, parce que j'en parlais tout à l'heure avec Louis Ours, l'ancien président aussi du syndicat, le devenir du ministère des Sports, justement, parce qu'on entend un peu des choses qui auraient peut-être un rapprochement, justement, de jeunesse et sport, en fait, plutôt vers l'éducation nationale ou des choses comme ça. Donc j'aurais aimé avoir un petit éclairage aussi là-dessus. Moi, je suis intervenu rapidement sur le sujet parce que concernant effectivement nous la partie l'ENSA et NMSM, on souhaite qu'on reste sur la partie ministère des Sports parce qu'il est plus adapté, on a l'habitude de travailler avec eux, puis surtout c'est qu'une notion de taille parce que quand vous connaissez l'éducation nationale et son ministère, on a défendu avec l'ensemble des élus nos sportifs de haut niveau qui passent le bac en 4 ans. Et du coup, avec la modification de la réforme, le bac, ça se fait en 3 ans, mais nous, c'est en 4 ans. Et du coup, il fallait adapter leur bac pour qu'ils puissent le passer dans de bonnes conditions. Bon, c'est sûr que quand on a commencé à en parler, il y avait 140 élèves concernés. Donc 140 élèves, l'éducation nationale, je pense qu'ils ne nous avaient même pas identifiés. Et heureusement, du coup, qu'on est monté voir les services du ministère et que du coup, on a réussi à trouver et on va trouver une solution pour que ça fonctionne. Donc moi, je serais vraiment rassuré qu'on reste sur le ministère des Sports et je vous assure qu'on œuvre et on fait le plus possible et j'espère qu'on est entendu sur le sujet. Moi, j'ai déjà presque donné la réponse à ma question tout à l'heure dans mon propos, encore une fois. Que l'on soit bien identifié dans le ministère des Sports. Alors effectivement, circulent des informations selon lesquelles on pourrait partir, quand je dis on, c'est NSM, dans un autre ministère, ce qui ne serait évidemment pas satisfaisant. Mais là encore, on ne va pas préjuger de nos forces. La seule chose que l'on peut affirmer ici, c'est qu'on se battra jusqu'au dernier souffle pour qu'il en soit ainsi et que l'on reste NSM et nos formations et nos diplômes au sein du ministère des Sports. Je crois que Xavier en a parlé tout à l'heure ou ce matin. Il y a un combat qui semblait difficile à gagner s'agissant de la cotisation proportionnelle pour la vieillesse. Les parlementaires, tous les parlementaires de montagne, quel que soit leur obédience, se sont donné la main et ont fait bloc pour obtenir satisfaction. Imaginons que l'on puisse faire la même chose. En tout cas, sur la mission d'évaluation
de la loi montagne, même si ça ne concerne pas tout à fait la loi montagne, je mettrais un peu plus qu'une couche de ripolin là-dessus. Ok, super. Merci beaucoup à vous pour cette table ronde.